Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, qu'elle soit régionale ou sur le plan national, toujours avec la sévillante Alix. Salut Alix. Bonjour Patrick. Alix Nguyen. Tout de suite le sommaire de cette émission, ce sont des scientifiques en herbe et ils partent à la conquête des pôles décidément. Le Mag vous parle de l'association Cap au Nord ou comment sensibiliser les plus jeunes sur le réchauffement climatique en organisant notamment des expéditions. On en parlera dans un instant. Comprendre les phénomènes climatiques pour mieux sensibiliser. Quelles sont les actions menées par cette association pour former la génération de demain? Comment ces enfants se forgent-ils à l'esprit critique? Élément de réponse dans un instant. Et puis Alix, dans ta loupe, tu nous parles d'une école? De l'école de la transition écologique. Dans un instant, c'est parti. Et je vous présente mes invités. Philippe Nicolas, bonjour. Bonjour. Enseignant, chercheur et fondateur de l'association Cap au Nord. Association qui est née quand? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà, et beaucoup de chemin parcouru. Pas mal d'expéditions à la clé, on en parle dans un instant. Bonjour Clémence. Clémence, bonjour. On dit Le Penaire? Le Penaire. Le Penaire. C'est breton ça? Oui. Et on parle 6 langues, j'ai appris. Oui. Combien de langues? Si. Quelles sont ces langues? Le breton, le français. Interro surprise, j'attends. L'anglais. Ça lui met la pression parce qu'elle parle 6 langues. Attends, faut pas que j'en oublie une. Alors, le breton, le français? L'anglais, l'espagnol, l'allemand et le valencien, le catalan. Et comment tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Et comment à 16 ans on en vient à parler 6 langues? Alors, c'est pas le thème de l'émission. J'ai été scolarisée dans une école d'Iwan. D'accord. Et ensuite, j'ai fait un échange de 6 mois en Allemagne. Et maintenant, j'habite en Espagne. Du coup, j'ai eu la chance d'apprendre l'espagnol, mais aussi le catalan, parce qu'on habite à Valence. Et dans la communauté valencienne, ils parlent le valencien qui est similaire au catalan. Et tu tiens aussi je préfère le préciser, tu tiens aussi un blog? Oui, 2 blogs du coup. D'accord. Un sur le breton, c'est ça? Un sur le breton et sur les langues en général. Et un deuxième sur... En fait, je suis en train de monter une application pour les personnes en situation de handicap pour référencer les lieux accessibles. Et du coup, j'ai aussi un blog là-dessus. Être ambassadrice, c'est formidable, j'adore. Elle a 16 ans. Être ambassadrice de Cap au Nord, c'est une fierté ou surtout une pression? Non, une fierté. Non, c'était une joie. Moi, j'étais vraiment heureuse quand j'ai découvert Cap au Nord. Je me suis dit... En fait, mon père avait déjà fait des expéditions quand il était jeune. Il était sur un bateau-école pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je me suis toujours dit... Quand est-ce que nous, on aura la même chose, la chance de vivre la même chose? Et du coup, quand on a découvert l'association, c'était vraiment une révélation. Un bateau-école? Comment? Un bateau-école? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Du coup, pendant 1 an et demi, il a voyagé, il a été dans des peuples autochtones, etc., un peu partout. Ah, c'est une école itinérante? Oui, en bateau. Philippe, comment vous définissez... Oh, j'arrive pas à parler français aujourd'hui. Comment vous vous définiriez? Enseignant? Chercheur? Moi, je dirais un peu avec un jeu de mots, enseignant-trappeur. Trappeur. Voilà. Je crois qu'il est important de pouvoir consentir à vivre en amitié avec la nature, avec l'environnement. Nos sociétés sont de plus en plus hors sol, hors nature. Et moi, au moment où j'ai eu ce déclic, cet appel, cette vocation à l'enseignement, j'ai tout de suite pressenti qu'il fallait que je réintègre la nature, le vivant, le sol, en fait, l'humus, en fait, dans ma proposition. Pour vous et pour les enfants? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis je vois aujourd'hui les bienfaits en fait d'une pédagogie globale en lien avec le vivant, en lien avec la terre. Et puis le fait finalement de faire immersion, un bain sensoriel, que ce soit au bord d'une rivière, dans une forêt. Ça apporte déjà beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, à l'heure du processus engagé du dérèglement climatique, ça fait sens, bien sûr. Il est important aussi d'essayer de comprendre en communauté, en tribu, j'ai envie de dire, un peu ce qui se passe. Et je crois qu'il est très important aussi de transmettre la démarche expérimentale dès le plus jeune âge à nos enfants. 5 ans d'existence, je le disais, Philippe Nicolas, pour Cap au Nord, le défi du 21e siècle. Quelles sont les missions et surtout quel est l'ADN de votre association? Alors l'ADN repose en 3 pôles. Le premier, c'est de choisir de coopérer plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble, choisir de donner le meilleur pour l'ensemble, de vivre en autonomie quasi complète en pleine nature, donc de retrouver en fait des gestes primordiaux, aller chercher de l'eau, faire bouillir de l'eau. Si on veut se chauffer, il faut faire un feu, il faut savoir construire un feu. Et puis le 3e pôle essentiel, c'est celui de la démarche d'investigation, la démarche expérimentale, c'est-à-dire par rapport à une question comme l'élévation du niveau océanique, qu'est-ce qui se passe? La fonte des glaciers, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut... quel chemin on emprunte pour comprendre ce qui se passe
de façon objective et très réelle. Et ça, finalement, c'est quoi? C'est tout le parti des sciences, c'est tout le parti de la démarche expérimentale. Alors quand dans un checker, vous mettez finalement ces trois choses-là, eh bien, ça crée en fait une proposition, un cadre éducatif très épanouissant, très accomplissant pour les jeunes, et ça donne notre... Alors c'était où ça? Alors ça c'est effectivement Clémence, et ça c'était où les images que l'on découvre? Clémence y était ça? Alors Clémence n'y était pas encore. D'accord. Là, c'est l'Islande. D'accord. Voilà. Et donc l'émission, en fait, c'est... on part... Pourquoi on est parti en Islande? On est parti en Islande parce que c'est une des terres par excellence pour comprendre les effets du dérèglement climatique quasiment en temps réel. D'accord. Et puis, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est à la fois coopérer, quasiment fraterniser ensemble, en autonomie quasi complète en extérieur. Un petit peu, on est un peu très inspiré de la pédagogie scout, hein, j'en conviens. Et puis, apprendre à chercher. Hein, l'adage « cherche et tu trouveras » est très important. Et puis, l'esprit de quête dans l'enfance et la jeunesse, c'est énorme. Hein. Il y a quelque chose, il y a comme un cœur qui bat quelque part, il faut aller le rejoindre, il faut aller le chercher. Et donc, l'émission en fait, scientifique, dans différents domaines, eh bien, nous permettent à chacun des jeunes de construire sa pensée critique par rapport à ce qui se passe en temps réel sur la planète. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que je pense que l'intuition de Cap au Nord, c'est de prendre en considération eh bien, la jeunesse, le potentiel, les talents de nos jeunes, et de dire, tu vois, c'est toi qui vas faire les protocoles, c'est pas moi. Moi, je suis là pour faciliter, sécuriser l'ensemble. Combien d'élèves, combien d'enfants accompagnés à ce jour, en 5 ans? En 5 ans, si on prend tous les jeunes qui ont fréquenté, il y a à peu près 400, 500 jeunes qui sont rentrés en fait dans le processus. La première année, on avait 118 jeunes qui se sont inscrits pour la première expédition où on n'était que 17. Et puis, au fil du temps, là, on arrive finalement à structurer, non pas davantage, mais on part, notamment le Groenland, demandait de partir avec des jeunes qu'on connaît un peu plus et dont on connaît les familles. Ah, ça sent la prépa. Clémence, comment on se prépare? Mentalement, physiquement? Déjà, du coup, on a pu faire une expédition où on a pu un peu voir le matériel qu'on avait besoin pour être dans des milieux. C'était où? Passer en Islande, c'était où? Dans le Keras, dans les Alpes, dans le sud des Alpes. Et du coup, là, on a pu un peu voir comment c'était d'être haut dans les montagnes, d'être en autonomie aussi, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire un bivouac à 2200 mètres d'altitude. C'était vraiment incroyable. Et après, c'est tout un processus. Du coup, on a des week-ends d'intégration où on se retrouve tous ensemble pour essayer de coopérer et de voir comment ça se passe en fait entre les jeunes. Et voilà, après... Et toi, en tant qu'ambassadrice, quel est ton rôle au sein de ces expéditions de préparation? Ton rôle, il change? Du coup, tu te fonds dans la masse ou tu as un rôle quand même de leader? En fait, le but, c'est que chacun de nous ait un... Donc déjà, on se prépare aussi, on cherche tous des financements. Et après, on a chacun une mission en fait sur place avec un domaine scientifique qui nous est... qu'on va choisir et on va plus s'orienter là-dessus et on va faire des expériences scientifiques, etc. et nous préparer aussi en amont pour connaître un peu mieux ces domaines scientifiques. Et justement, vous avez le choix entre quels domaines scientifiques? Océanographie, glaciologie, biologie, anthropologie. Travail d'équipe, hein, on l'a dit. Hein. Et puis, il y a un peu de météorologie aussi. Le but, c'est aussi de voir un peu le climat sur place, etc. Comment on procède pour les relevés? Alors, sur les relevés... Parce que je le précise, on prépare une expédition scientifique. Tout à fait. C'est-à-dire que les jeunes sont les acteurs, mieux les auteurs en fait de cette expédition. Nous, encore une fois, on est les accompagnateurs, les facilitateurs. Et en amont d'expédition, il y a des temps de préparation avec des objets un peu particuliers, notamment cet objet bateau multifonction équipé de capteurs qui a été conçu et construit sur commande au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. J'ai vu d'ailleurs, parce que je parlais de tous ces enfants, tous ces élèves que vous avez accompagnés, mais il y a aussi des projets annexes
qui participent au final à l'expédition. C'est-à-dire que la vision de Cap au Nord, c'est essayer de réenchanter en fait l'école en donnant à voir qu'on a aussi des lycées professionnels qui travaillent avec nous. Notamment là, on est pas en pourparlers, on est en lien avec un lycée professionnel à Clichy qui va réaliser des repas lyophilisés pour l'expédition. Ce qui veut dire que à Rueil-Malmaison, on a ce bateau qui ressemble à un catamaran qui est équipé d'hydrophones, et donc ce sont les élèves finalement, qui vont utiliser cet outil pour aller en direction des cétacés marins, de les filmer, d'enregistrer. C'est plus sécure, c'est plus safe, j'imagine. Oui, et puis c'est surtout essayer de donner à voir que notre école, en fait, elle a plusieurs visages, et que ce visage, en fait, il est pluriel. On a besoin de compétences scientifiques, on a besoin de la recherche, et c'est pour ça qu'on a des chercheurs bénévoles magnifiques. Je pense à Gwenelle Grémion de l'APEX. Je pense aussi à Olivier Adam, bioacousticien, biologiste marin, qui nous donne finalement tous les prérequis. Un bioacousticien, pardon, j'avais jamais entendu parler. Alors, quoi, un bioacousticien, c'est-à-dire que l'acoustique aujourd'hui, la bioacoustique est une science émergente très importante. C'est relever en fait le paysage sonore de la faune et de la flore et essayer, par rapport à ce paysage sonore, eh bien, de voir si elle est impactée ou pas. Donc là, imaginez des jeunes entre 11 et 15 ans qui sont sur des kayaks, qui lancent finalement ce bateau télécommando, en gros, avec des hydrophones en direction de mammifères marins, de baleines, par exemple une baleine boréale, pour aller la filmer et l'enregistrer. Et c'est aussi positionner des hydrophones pour enregistrer sur 2-3 jours un paysage sonore. Ce paysage sonore, après, ce sont les jeunes qui vont aller chercher ces données, justement, vous parliez de données, et qui vont finalement les classer, les ranger, les transférer à une plateforme numérique qui est à disposition en Ile-de-France de toutes celles et ceux qui souhaitent s'approprier finalement ces données pour comprendre ce qui se passe. Et puis, moi, là où je suis très fier, c'est qu'on a, somme toute, quelques laboratoires qui vont nous confier quelques missions, justement, sur des relevés. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui que nos jeunes, c'est très important à défendre, sont co-constructeurs du monde avec nous. Il ne s'agit pas simplement d'avoir son diplôme pour dire « j'entre dans la vie sociale ». Je peux co-construire le monde dès 10 ans, dès 12 ans, dès 13 ans. Et pour exemple, en Islande, l'année dernière, on a réalisé la bathymétrie. Donc la bathymétrie, c'est une cartographie des profondeurs d'un lac glaciaire qui n'avait jamais été faite. Et on a eu un retour 2 mois plus tard par Toli, qui est la glaciologue islandaise qui fait référence. Et il a dit, mais comment vous avez procédé ? On doit monter une expédition pour avoir ces résultats, c'est extraordinaire. Alors je lui ai dit, écoute Toli, merci de ce retour. Je te demande juste une chose, c'est que figure le prénom et le nom des jeunes qui ont réalisé cette bathymétrie. Et moi, je me mets à la place d'un jeune qui co-construit le monde, qui documente le monde, mais à 14 ans, mais c'est une énergie immense. Exceptionnel. C'est un investissement immense. Et je pense qu'on doit avoir... On garde à vie, forcément. On doit avoir, en fait, l'école qui doit se proposer telle une rampe de lancement, en fait, pour ses apprenants. Alix. Et justement, toi, tu dirais que ça t'a apporté quoi à titre personnel ? C'est une bonne question. Par rapport, par exemple, à l'enjeu du réchauffement climatique, est-ce que en fait, moi, tu vois les choses différemment depuis que tu participes aux expéditions ? Je me dis que c'est un peu possible de changer parce qu'on parle avec les scientifiques, ils nous disent un peu les actions concrètes qu'on pourrait mettre en place, les choses qu'on peut nous trouver avec eux. Et je pense que c'est vraiment important que tous ensemble, on se mette un peu à co-construire le monde et à améliorer ce qu'on a déjà et pas toujours vouloir faire plus. Et du coup, Cap au Nord, c'est aussi se remettre dans la nature et revoir qu'est-ce qu'on a autour de nous, de quoi on a vraiment besoin, en fait. Du coup, je pense que c'est ça qui ça m'a vraiment apporté. Et pas une sérénité, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire ensemble, en fait. Mais c'est très important ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand nous, on parle avec les jeunes, il y a quand même cette dimension anxiogène. Et c'est vrai que quand on parle des scientifiques, souvent, quand on parle des rapports du GIEC et tout ça, t'as une tripotée de scientifiques qui te dit que là, les gars, si on ne se dépêche pas, ça va être quand même très compliqué. Je parle très trivialement. Mais en gros, c'est ça. Ce que vous me dites là, c'est que, notamment à Cap au Nord, on arrive à rester positif avec ces échanges et ces relevés scientifiques. Ce qu'il faut dire, et on le pressent dans ce que nous partage Clémence, c'est-à-dire que cette vie basée sur la coopération dans la nature est source d'émerveillement, énergise et réenchante.
Et on voit que le jeu de la vie joue le jeu de la vie, pas le jeu de la mort. Il s'agit finalement de choisir, eh bien, de s'inscrire à nouveau et de respecter et de comprendre les principes de vie et d'entrer dans une sobriété qui n'est pas de se serrer la ceinture, une sobriété heureuse qui fait que, comme vient de le partager Clémence, on peut être très heureux avec beaucoup moins de choses. On peut être davantage dans l'être, dans l'être responsable, dans l'être qui veille, dans l'être qui aime, plutôt que dans l'être qui accumule, qui veut paraître. Et je pense que là, on a une transition qui, sur le plan de l'éducation, me semble vraiment très importante. Je vais parler un peu de moi, mais moi j'ai des très mauvais souvenirs de sciences parce que je crois que tout dépend des professeurs. Ça n'a jamais accroché. Je fais un petit coucou à Madame Venin, prof de chimie, de sciences et tout ça. Ça n'a pas vraiment accroché. Et que je me dis que vous, et c'est pour reprendre un petit peu vos propos, ça vient en écho, c'est une chance extraordinaire de se connecter avec la nature et d'aimer la science. Toi, tu avais, Clémence, une appétence particulière pour la science, pour les sciences ou pas forcément? Moi, j'adore apprendre, donc tous les types de sciences, ça m'a toujours un peu passionnée. Enfin, j'adore les maths, mais j'adore la biologie. Enfin, en fait, j'adore vraiment toutes les choses qu'on peut apprendre. Ouais. Du coup, être dans Cap au Nord, ça m'a... En fait, j'adore la nature et essayer de mieux comprendre la nature via la science. Je trouve que c'est vraiment une super manière de voir la science, en fait. On part à la conquête, effectivement, de ces pôles, effectivement, avec ces expéditions, je vais y arriver. Il y a ces relevés qui sont ô combien importants. Et ensuite, comment on partage l'information, comment on vulgarise? C'est ce qu'on appelle, dans le processus de la démarche expérimentale, c'est l'étape un peu finale de communication et de publication. Et donc nos jeunes sont ambassadeurs, donc ils communiquent localement. Il faut savoir que Cap au Nord aujourd'hui a, on va dire, un palpitant en Île-de-France, mais rayonne en constellation sur 4 ou 5 régions en France, la Normandie, la Bretagne, le Grand Est, le Sud-Ouest. Donc ça fait quand même des régions. Donc ils sont ambassadeurs de leur classe, dans leur établissement, mais au niveau de leur commune, de leur pays, de leur région. Donc ça, c'est une communication. On a aussi une forme de communication où on va chercher toute la dimension sensible, on va dire anthropologique, notamment avec la maman de Clémence, Sophie, qui co-réalise avec les ambassadeurs une fresque immense qui rend finalement témoignage de la synthèse des travaux. Et cette synthèse, elle s'inscrit à la lumière de tous les domaines. On est très proche en fait de la pensée de Charles Darwin, qui dit que finalement on est dans un monde où on a construit finalement des murs. Il s'agit de laisser tomber ces murs et de découvrir finalement que chaque être a son importance. Et les jeunes vivent cette expérience. Donc à la lumière de la glaciologie, on va avoir des expertises qui vont être corroborées par la biologie marine, par l'océanographie, et le fait que les jeunes finalement, de façon transversale et pluridisciplinaire, aient une expertise, ça les renseigne vraiment sur l'état vraiment du monde. Et cet état, on voit, c'est comme si finalement notre planète était malade d'une certaine manière, et ils sont un petit peu au chevet de cette planète, avec une énergie immense, avec une joie, un enthousiasme, et puis un témoignage qui mérite d'être entendu. C'est-à-dire qu'il faut choisir d'être vivant dans un monde vivant. Dans quelle mesure on forge son esprit critique, justement, quand on prépare une expédition comme ça? Bien, l'esprit critique, c'est bien souvent quand on se trompe, c'est le statut de l'erreur, c'est en lien aussi avec une idée qu'on avait en tête, une représentation un peu tronquée, et on découvre que finalement on peut penser autrement. Donc c'est, je pense, hautement démocratique, c'est accepter la controverse en fait dans les questions, et puis choisir en fait les relations avec des gens qui ne pensent pas forcément comme soi. Et puis l'esprit critique, c'est aussi l'émergence d'un jeu, d'un sujet qui pense. Je pense, donc je suis, nous disait Descartes. Et il est très important de sortir en fait de l'adage de suivre un peu comme un mouton. Et peut-être d'avoir une pensée bien personnelle, singulière, à même de réenchanter le monde. Clémence qui est ici, il y en a une au ratio des un peu moins de 8 milliards d'habitants, tout comme vous, tout comme vous, tout comme moi. Et cette singularité-là, on a besoin de l'entendre. Dans la symphonie du vivant, on a besoin d'entendre la partition, la rime de chacun, de chacune. La prochaine aventure, c'est au Groenland. Oui. Les dates, c'est du 12 au 26 août. Du 12 au 26 août. Et tu as le sentiment, déjà, toi qui es depuis quelques mois, effectivement, à Cap au Nord, que tu as déjà changé? Oui, je pense. Dans la... Comment expliquer? Être dans la nature et être... accepter le fait, quand on est dans des milieux qui sont
plutôt, forcément c'est un peu difficile au niveau du corps, etc. Quand on est dans un endroit où c'est vraiment froid, etc. Oui, et quand on monte, on est monté, pendant 2 heures, on a marché avec des gros sacs sur le dos. Et c'est essayer de se dire, ok, peut-être ça me fait mal au dos, mais je prends sur moi, je vais voir, je vais aller jusqu'au bout. Et on est heureux en fait quand on arrive. Et voilà. On n'a pas besoin d'aller loin pour faire une expédition. Parce qu'effectivement, on a parlé du Groenland, c'est ce que vous préparez. Physiquement, mentalement, on l'a bien compris. Et nous aussi, avec Alix, on va s'entraîner. Mais c'est important, Philippe Nicolas, de se dire qu'on n'a pas besoin d'aller finalement aussi loin pour partir à l'aventure. L'aventure, c'est celle qui est au coin de la rue. C'est découvrir pour un enfant un insecte qu'il ne connaît pas, le ravissement du chant d'un oiseau. Pour un enfant, ça peut être une nuit à la belle étoile sur le balcon, sécurisé certes. Ça peut être une première nuit sous la tente dans le jardin des grands-parents. Et puis, je crois vraiment investir sur cette éducation globale avec le jardin, avec le parc municipal, et puis des enseignants qui vont aller connecter finalement avec cette nature. Ça coûte pas d'argent, ça. C'est quoi? C'est juste une volonté politique, non? Exactement, tout à fait. C'est un choix, c'est donc une vision. C'est une vision de l'éducation qu'on peut proposer et qu'il me semble vraiment représenter une alternative à la crise actuelle. Et puis alors pourquoi nous, finalement, on ne reste pas à investiguer localement? Eh bien, je crois que Cap au Nord aussi a ce bel orgueil bien placé d'aller réveiller un peu les troupes et de dire qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles. Vous imaginez, Cap au Nord existe depuis 5 ans. Et voilà que c'est un projet national avec des ouvertures internationales, avec une énergie, une synergie incroyable, avec des chercheurs, avec une communauté de pensée qui nous aide, avec des laboratoires. Et voilà que des jeunes des 5 coins de France vont partir au Groenland en immersion dans une communauté inuite, vont découvrir aussi une autre façon d'appréhender la vie et peut-être de sortir du modèle occidental pour peut-être venir très très enrichi d'une culture. Consulter l'héritage des cultures premières, c'est tellement important. On continue à en parler juste après la loupe d'Alix. Alix qui nous parle aujourd'hui de l'école de la transition écologique. Et oui, c'est un réseau d'écoles, plus exactement, dont l'objectif est double. Il s'agit d'une part de réinsérer les jeunes sur le marché du travail et de l'autre, de les former au métier de la transition écologique. Concrètement, c'est un espace destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas trouvé leur voie dans les parcours dits classiques. Ici, l'accent est mis sur la formation au métier manuel lié à la transition écologique. L'aspect pratique est centrale, mais dans cette école, les efforts sont aussi déployés pour restaurer la confiance des élèves en eux-mêmes. Les étudiants sont exposés à la diversité des métiers offerts par la transition écologique, ceux que Pôle emploi appelle les métiers verts, autrement dit des métiers qui impliquent la protection ou encore la surveillance de la nature, tels que le maraîchage bio ou la cuisine éco-responsable, et plus largement les métiers verdissants, soit en lien avec la transition écologique comme réparateurs, installateurs de panneaux solaires ou encore mécaniciens de vélos. Dans un second temps, les participants sont guidés dans l'élaboration de leurs projets professionnels. Ils acquièrent les compétences de base d'un métier. Et puis, dernière étape, ils ont la possibilité d'obtenir une certification professionnelle, de réaliser un stage ou encore de s'engager dans un apprentissage. Chaque école collabore avec les entreprises de son territoire et tente de répondre aux besoins de main-d'œuvre et en compétences spécifiques de la région. On écoute Frédéric Matisse, cofondateur et directeur du réseau des écoles de la transition écologique. Chaque année, en France, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Ils sont à plus de 50% au chômage. En face de ça, l'ADEME, l'Agence de transition écologique, prévoit la création d'1 million d'emplois d'ici 20 ans autour des questions et des enjeux de transition écologique. Les écoles Être répondent à ce double constat. Favoriser l'accompagnement et l'insertion et la formation des jeunes en difficulté, en réflexion sur leur parcours, aux métiers et compétences de la transition écologique. La première école Être est née à La Hage, à côté de Toulouse, en 2017. Aujourd'hui, ce sont 20 écoles qui existent en France, avec toutes le même objectif, l'accompagnement aux métiers manuels de la transition écologique. Parce qu'aux écoles Être, nous pensons que les métiers de demain seront des métiers de main. Philippe, ici on parle de métiers manuels, mais votre exposition c'est aussi une façon de sensibiliser les enfants aux métiers scientifiques. Il y a un besoin fort. Oui,
Ça, c'est vraiment, vous soulevez un pan de conscience très important, à savoir que moi, j'aurais aimé, à l'âge de Clémence, c'est plutôt qu'on parle de glaciologie, d'océanographie, de biologistes marins. On m'a parlé quoi? On m'a parlé d'être médecin, on m'a parlé d'école de commerce. Et puis, c'est dans l'enseignement que j'ai découvert qu'il y avait des métiers extraordinaires qui sont au plus près de l'état de santé du monde. Et finalement, des inspirations de Cap au Nord, eh bien, c'est de vulgariser aussi ces métiers scientifiques. Et puis, on le voit aujourd'hui. Mais pourquoi ils ont si peu la cote? Parce qu'ils sont intimidants? Parce qu'ils sont méconnus. Non, parce qu'ils sont méconnus, parce qu'on n'en fait pas la promotion, parce qu'on n'en parle pas. Je vous mets au défi d'aller dans n'importe quelle école primaire sur Paris, d'aller poser la question qu'est-ce qu'un océanographe. Vous verrez, il y a très peu d'enseignants qui connaissent. Un glaciologue aussi. Ça se vulgarise difficilement. Et pour autant, ce sont des métiers alliés à l'aventure, au voyage, au déplacement, à des expériences finalement humaines très fortes. Et puis d'avenir. Puis on sent qu'on fait partie du vivant, en fait. On n'est pas soustrait du vivant. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a une vraie carence de culture scientifique en Occident, et on le voit très bien. Et donc, je crois qu'il est vraiment aussi très important de miser. On a vu là les derniers rapports. C'est pas une spécificité française, c'est en Occident. C'est en Occident, le niveau en mathématiques qui chute parce qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que les mathématiques sont certainement trop abstraits. Mais quand vous êtes dans le concret et que je pense à Elias qui est à 2100 mètres sur un glacier et qui doit faire des relevés aussi mathématiques très précis, ou je pense à Pierre de Reims qui était en Islande et qui devait appréhender le volume finalement de lave dégagée par l'éruption du volcan, eh bien là on entre dans du concret et je peux vous dire que les savoirs mathématiques ils sont appropriés, fixés pour toujours. Au moment où vous partez en expédition, vous avez le projet de réaliser un traîneau. Eh bien, au niveau des cotations de plans pour construire le traîneau après, c'est au millimètre près. On est bien d'accord. Et sans pour autant briguer, par exemple, la NASA. Je crois qu'il est vraiment important de donner à voir qu'on a besoin, en fait, de ces apprentissages fondamentaux, non pas de façon abstraite et figée, mais de façon très concrète. On a besoin de vivre avec ça. Clémence, tu nous as sorti tes petits cahiers de bord ou quoi? C'est quoi là? Tes petits carnets de bord, ouais. Est-ce que tu peux les mettre au niveau de ton visage si tu souhaites nous les montrer? Voilà, super. Alors, on a vu déjà le beau petit coup de crayon, d'accord? En fait, avec ma mère, du coup, Sophie Le Penner, on réalise un carnet de bord pendant l'expédition pour restituer. Pour restituer. Même pas la pression. Pour restituer Exactement. Ce qu'on va voir, les domaines scientifiques, mais aussi ce qu'on y fait. Du coup, là, c'était le bivouac. Du coup, on voyait, on a eu la chance d'avoir un ciel très dégagé. Du coup, on a pu observer les Pléiades, Jupiter, Saturne. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Après, là, il y a c'était la glaciologie avec Luc Moreau. Ouais. Et du coup, on voit un peu tout ce qu'on a pu apprendre à ce moment-là avec les scientifiques qui sont sur place. Quelle est l'importance justement de ces croquis, de ces dessins? Ça passe mieux justement après pour sensibiliser, pour transmettre ce que vous avez vécu? C'est pour toi ou c'est pour les autres du coup? Ou pour les deux? Je pense un peu les deux, parce que déjà, moi, je peux voir, je me rappelle un peu, comme j'ai pris des notes d'une manière un peu différente que linéaire, je retiens mieux après. Et par exemple, si on fait une carte mentale, je dois en avoir. Oui, je crois que tu es championne du monde de mind mapping aussi, de carte mentale. Oui, on vous a pas tout dit. Voilà, on a dit qu'elle parlait 6 langues, on a dit qu'elle avait 16 ans, qu'elle partait en expédition, que c'était l'ambassadeur de Cap au Nord. Mais on n'a qu'une demi-heure d'émission. Et si je dois raconter toute la vie alors qu'elle a que 16 ans de Clémence Le Penner, on a besoin de toute la journée. Voilà, c'est un marathon. Donc championne du monde de mind mapping. Bravo. Et puis là, vous voyez, c'est intéressant. Ce sont des données, des datas sensibles. Ouais. Et aujourd'hui, la sensibilité dans le domaine des sciences émerge comme étant très importante. On doit prendre en considération la perception que chaque humain a finalement du monde et sa sensibilité. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui émerge en éducation qui est extrêmement important. Redonner droit de cité à la sensibilité, à la perception. Vous voyez, quand on va partir au Groenland, ce temps d'immersion dans cette communauté inuite, c'est aussi aller chercher des données très sensibles, très humaines. C'est-à-dire qu'on va vivre un choc anthropologique. La manière dont ils vivent n'a rien à voir avec notre manière. Et c'est ça la richesse. C'est d'aller vers de l'altérité, de la différence.
Merci d'être venu nous voir ce matin. On est vraiment très touchés, on est vraiment très heureux et on a hâte surtout de suivre vos aventures, vos pérégrinations. Oh ben disons, non, ce matin c'est compliqué. Hein. J'y retourne pas, je le tente pas. Merci de l'avoir dit pour moi. Merci beaucoup Philippe Nicolas, enseignant-chercheur, fondateur de cette association, très belle association Cap au Nord qui a 5 ans d'existence. Et Clémence qui parle français, anglais, espagnol, allemand, breton, catalan et qui tient 2 blogs, apprendrelebreton.com et l'autre c'est oneforyou.com. oneforyou.com. Clémence Le Penner, ambassadrice de cette expédition Cap au Nord. On rappelle les dates pour le Groenland ? Du 12 au 26. Du 12 au 26 août. Prochain. Excellente journée à notre compagnie et belle aventure. Merci beaucoup.